J'avais vu Voyage fantastique, Fantastique Voyage de 1966 à la télévision quand j'étais petit et je pense que comme beaucoup de gens qui l'ont vu à la télé étant petit, ça m'avait vraiment beaucoup marqué parce que c'est un film absolument saisissant, exceptionnel, vraiment du style qui frappe l'imagination d'un enfant de 5 ou 10 ans. Mais je l'avais pas vu depuis de nombreuses, nombreuses décennies et je l'ai finalement réécouté et c'est tellement absolument génial ce film-là. J'avais sous-estimé là, vraiment à quel point ce film-là est vraiment un chef-d'œuvre de la science-fiction, généralement considéré comme un chef-d'œuvre de la science-fiction, mais même là, on sous-estime à quel point ce film-là est prodigieux et grandiose. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les grandes lignes là, de pourquoi c'est bon, pourquoi c'est aussi excellent. Et je vais aussi mentionner pourquoi le contenu idéologique du film, là, pas pour faire polémique, mais ce qui est fascinant dans le film, c'est que c'est tellement prodigieusement excellent à tous les niveaux possibles que le film arrive à nous faire accepter, encore une fois, comme dans certains autres films de ce genre-là, un certain nombre de conclusions implicites qui sont vraiment du style qu'on n'accepterait peut-être pas dans la vie de tous les jours si ça ne nous était pas présenté de manière aussi habile par un médium aussi absolument merveilleux. Là. Donc, mais commençons par les merveilles. Qu'est-ce que c'est Fantastique Voyage, ben, comme j'ai mentionné, c'est un film de 1966, un film qui a bientôt donc 60 ans, ce qui ne nous rajeunit pas personne. C'est réalisé par Richard Fleischer, qui a eu une longue carrière distinguée à Hollywood. Il a aussi fait, entre autres, Soleil Vert avec Charlton Heston. Et il y a Donald Pleasence là-dedans, bon, etc., etc. Et qu'est-ce que ça raconte? Ben, on est pendant la guerre froide, et dans les années 60, donc la guerre froide, et il y a un savant qui passe à l'ouest, un savant communiste, et c'est un génie de la miniaturisation. Et on nous explique au début du film que la miniaturisation, là, réduire les gens à un format microscopique là, pour pouvoir envoyer nos chars d'assaut de manière subreptice en terre ennemie, mais c'est la guerre du futur. Évidemment, scientifiquement, c'est évident que c'est la guerre du futur, réduire les gens au niveau microscopique. Et ce savant de l'Est qui passe à l'Ouest, c'est sa spécialité. Et donc, les gentils vont gagner, mais les méchants communistes réussissent à attaquer, à abattre le savant, là, la minute qui débarque de l'avion, en vérité. Et il faut l'opérer immédiatement. Il va mourir, là, il y en a pour 2 heures essentiellement. Là. Donc le film est pratiquement compté en temps réel, en vérité. Et il est blessé au cerveau, il y a une sorte d'œdème ou je sais pas trop quoi, là, je suis pas médecin. Donc il y a un truc au cerveau, là, et normalement il faudrait l'opérer, mais on peut pas vraiment lui ouvrir la tête avec nos scie sauteuses. Dans les années 60. Et donc, la seule option, vous l'aurez deviné, c'est d'envoyer une équipe de savants et de militaires, évidemment, dans un sous-marin qu'on va miniaturiser avec un rayon laser à l'intérieur et on va opérer notre savant de l'intérieur. Ils vont réduire le sous-marin, ils vont traverser là, ses vaisseaux sanguins, ils vont arriver au cerveau, puis avec le rayon laser, ils vont détruire le caillot et la démocratie va être sauvée. Mais il y a un traître à bord, ou peut-être qu'il y a un traître à bord. Donc, en partant, il y a peut-être du sabotage, il y a un paquet d'intrigues James Bondesques là, qui vont se manifester dans notre sous-marin miniaturisé. Puis aussi, évidemment, le 1001 dangers de ce corps humain. Qui va être l'environnement merveilleux et hostile où nos navigateurs intérieurs vont devoir c'est ça, qui vont traverser dans leur petit sous-marin avec ça fait qu'ils vont affronter des globules blancs puis ils vont devoir traverser le cœur puis il y a des poumons immenses puis là, le souffle va les propulser voilà, le genre d'aventure. Fait qu'en gros, est-ce qu'ils vont réussir à sauver le savant? Est-ce qu'il y a un agent communiste à bord, etc., qui va gagner le sous-marin ou les globules blancs? Une seule manière de le savoir, comme toujours, c'est d'écouter Fantastique Voyage.
J'ai des frissons. Pour vrai, j'en parle. C'est tellement hallucinant, ce film-là, à tous les niveaux possibles et imaginables. Commençons par le visuel. Eh bien, je commence par ça parce que ça, c'est le détail qui m'était resté de quand j'étais petit. Les deux trucs qui m'étaient restés, en vérité, c'est le visuel et l'atmosphère. L'atmosphère, j'en parle dans un instant. Mais le visuel, ben, le décor, les décors sont malades mentaux, le sous-marin, le design est super cool, les bases militaires qu'on voit, là, la base militaire, ça fait hyper James Bond des années 60, donc avec du chrome partout, puis c'est énorme, puis tout est grandiose et spectaculaire. Puis il faut que je rajoute à ça que la réalisation, juste la manière dont le cadrage est fait, puis la composition d'image est faite. Il y a beaucoup de plans, par exemple, où quelqu'un parle, où on voit plusieurs actions en même temps à travers des moniteurs qui sont stratégiquement placés, des télévisions là, qui sont stratégiquement placées à l'intérieur du cadre. Genre de technique, par exemple, que Brian De Palma aimait bien utiliser à une certaine époque, là, puis, écoute, ça marche, ça se dit pas, là, puis tout marche à ce niveau-là. Les décors, tout l'aspect, dans les décors, il faut rajouter aussi, donc, l'aspect du corps humain, ce qui a été reproduit. J'avais vu, là, j'ai pas vérifié, mais j'avais vu quand j'étais petit, dans mon gros bouquin là, de l'encyclopédie Overlook, Philartie de science-fiction, qu'il avait reconstruit, dans un corps humain, un cœur humain de 40 pieds, donc quoi, ça fait environ 15 mètres, là, quelque chose comme ça, 12-15 mètres de large, là. Donc, essentiellement, on reconstruit les alvéoles pulmonaires, ils ont reconstruit le cœur au complet dans un studio, etc., 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 etc. Donc, l'effet que ça produit quand on regarde ce film-là, ben, il y a un peu le côté, certainement, ça m'a fait penser, par exemple, à Star Trek, le premier film, puis bon, beaucoup de gens aiment pas ce film-là. Moi, c'est un de mes films préférés toutes catégories confondues. Puis, particulièrement quand on regarde la version du réalisateur, la version de Robert Wise, qui est sortie en DVD en 2001, quelque chose comme ça. Ben, dans Star Trek 1, l'entreprise traverse, n'est-ce pas, le corps immense de Voyager, la sonde extraterrestre, et c'est une longue succession, une longue exploration de ce corps, dans le cas de Star Trek, informatique, mécanique, etc., qui est énorme, puis il y a un émerveillement qui se dit pas, là, indescriptible, donc c'est ça. Fait qu'il y a cet élément-là, en vérité, sauf qu'ici, c'est carrément le corps humain. Puis, il y a un émerveillement au niveau du fonctionnement du corps humain lui-même. Donc, c'est un film qui a prêté vraiment beaucoup attention, d'après les sources que moi j'ai vues, en tout cas, quand j'avais regardé, ça fait un bout, là, mais qui a vraiment prêté une attention très particulière au réalisme biologique, essentiellement. Donc, des phénomènes qui se produisent. Donc, le cœur se comporte comme un vrai cœur humain. Les poumons ont l'air vraiment de vrais poumons. Les anticorps, à un moment donné, qui attaquent nos nageurs, se comportent tels que la biologie, la fine pointe de la biologie des années 60 considérait qu'ils se comporteraient, et ainsi de suite. Donc, on a un spectacle visuellement grandiosissime, avec une réalisation prodigieusement efficace à tous les niveaux, puis avec l'émerveillement de voir le corps humain, à une échelle qu'on n'a jamais vue, évidemment, en super, en super gros, essentiellement. Donc, c'est ça, les merveilles du corps humain, mais avec les merveilles du cinéma, la science-fiction, les effets spéciaux, etc. Donc, c'est hallucinant. Mais un élément que j'avais pas soupçonné, que j'avais pas anticipé, puis qui correspond à cette atmosphère que j'évoquais quelques instants plus tôt, qui m'était restée, c'est que il y a un élément de la mise en scène qui est presque du cinéma d'avant-garde. Il y a un élément... Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Le premier 5 minutes environ du film, 5 minutes environ du film, c'est une longue séquence sans dialogue. C'est du cinéma pur, là, à la Truffaut-Hitchcock, là.
où on voit notre transfuge de l'Est arriver, puis là, les différents agents, puis là, la fusillade, puis les cascades, etc., etc., etc. Puis c'est réalisé non seulement avec une maîtrise absolue du langage cinématographique à un niveau Eisenstein, là, comparable à certaines séquences de Conan le Barbare. Là. Quand on regarde Conan le Barbare de John Milius, c'est un film qui a ses qualités. Là. Ça paraît pas, mais c'est des films qui ont été réalisés par des gens qui ont une maîtrise totale et absolue du langage du cinéma à tel niveau qu'ils sont capables de s'en servir avec créativité et maestria. Puis c'est ce qui a lieu ici. Donc ça confère au film vraiment dès le début, dès le départ, une atmosphère là, vraiment au-delà de captivante. Là. C'est comme une sorte de poème visuel transcendant. Là. C'est pas Tarkovsky, mais c'est pas loin. Parce que c'est pas Tarkovsky parce que c'est plus des passes de James Bond, puis c'est pas le même genre de propos exactement, mais c'est ça, il y a un effet hypnotique essentiellement qui embarque, puis absolument, absolument fascinant. Puis aussitôt que cette séquence-là est terminée d'une certaine manière, on embarque avec le générique, puis en vérité qui continue là, cette séquence-là, puis le générique fait beaucoup penser au générique de la vieille série de Mission Impossible dans les années 60 avec des successions d'images qui encore une fois racontent de manière hyper efficace, puis hyper stylisé, puis une musique visuelle, vraiment, c'est ce que c'est, là, ok? C'est hyper rythmé, hyper, tu sais, des jeux de contraste, peu importe. Puis c'est tellement, 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 tellement efficace. Ça fait qu'après tu sais, quand ce premier 5 minutes-là a traversé votre corps et votre conscience, puis que le film commence, puis qu'on embarque dans cette histoire de sous-marin qui va traverser le corps humain, mais mon Dieu, on est complètement captivé, hypnotisé. Encore une fois, je vous le dis, j'ai carrément des frissons dans le corps juste en y repensant. C'est hallucinant, ce film-là. Puis, je mentionne deux ou trois autres traits absolument, absolument géniaux dans le film. Ben c'est ça. Comme j'ai mentionné, le film est raconté essentiellement en temps réel. Ok. Alors l'idée c'est que quand ils vont rentrer dans le sous-marin, quand le sous-marin va rentrer dans le corps de notre transfuge, le sous-marin ne peut rester miniaturisé que pendant 1 heure. Et le film dure en gros 1 heure et demie et ça prend une demi-heure avant qu'il soit injecté dans notre savant. Et donc, fait que cette idée-là d'avoir un film en temps réel, même si à la minute près, tu sais, j'ai pas chronométré, j'ai prêté attention, là, mais c'est l'idée générale, là. C'est pas obligé d'être à la seconde près pour que ça marche. L'effet de cette sensation que, oui, c'est ça, le film se passe en temps réel, c'est génial, j'ai pas besoin de vous raconter encore une fois, ça se voit pas si souvent que ça. Il y a un film avec Johnny Depp qui a fait la même chose dans les années 2000, quelque chose comme ça. Ça se voit de temps en temps, mais c'est rare que c'est si bien réussi que là-dedans. Puis en vérité, si j'avais en trouvé un qui réussit vraiment parfaitement, le film qui réussit vraiment l'histoire en temps réel, ça serait celui-là, en vérité. C'est l'exemple canonique là, de bien réussir cette technique-là. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette autre demi-heure, la demi-heure juste avant? Ben, puis ça va m'amener à cette question idéologique par l'entremise de Isaac Asimov, d'une certaine manière, c'est que ben ils vont passer une demi-heure à préparer leur expédition militaro-scientifique essentiellement. Donc, bon, j'ai mentionné le premier 5 minutes, ça on sait déjà. Donc, il reste 25 minutes à partir du moment où le générique est terminé. Il y a 25 minutes essentiellement où on traverse la base militaire, on va chercher le savant ou le militaire. Je me rappelle même pas en vérité si le héros, ça fait 2 semaines que je l'ai écouté, là, est-ce que le héros est un militaire ou c'est le savant? Puis on est dans un film de science-fiction américain des années 60, c'est toujours les militaires et les savants, c'est toujours ça. Hein? Donc, mettons 90% du temps à peu près, là, ça fait que ça change rien si le héros est le militaire et le savant, parce qu'ils travaillent toujours ensemble. Mais ils vont le chercher au milieu de la nuit, puis ils l'amènent, puis ils traversent la base, puis là on lui explique pourquoi est-ce que c'est scientifique, mais
la manière dont ça s'est fait, ça aussi, c'est vraiment tellement profondément génial. Parce que, ben, déjà, au niveau du dialogue, par exemple, c'est un petit détail qui, c'est facile de ne pas le remarquer, mais les dialogues se chevauchent. Comme dans les films de Howard Hawks, par exemple. Si vous écoutez The Thing, là, qui a pris The Thing de 51, je pense, celui en noir et blanc. Bon, au générique, c'est le nom de Christian Nyby qui apparaît comme réalisateur. En pratique, au cinéma, j'ai vu des photos quand le film est sorti, c'était écrit Howard Hawks' The Thing, n'est-ce pas? Mais ce qui est important ici, c'est qu'on reconnaît la griffe, en tout cas, de Howard Hawks dans le film, parce que les dialogues se chevauchent. Essentiellement, tout le monde, il y a une technique qu'on peut employer quand on dirige les acteurs, où est-ce que on a l'impression que tout le monde tout le monde parle en même temps, mais on comprend quand même qu'est-ce qui se dit, puis on sait quand même qui est-ce qui a la réplique principale essentiellement. C'est une technique assez subtile, puis qui marche hyper bien, puis qui confère à une scène qui utilise cet effet-là, qui lui confère un énorme réalisme. Un petit peu comme quand Marlon Brando, à place de regarder un acteur dans les yeux, il regarde à côté. Là. C'est une technique qui provoque un effet de réalisme, essentiellement. Donc, puis ce qu'il faut voir dans cette première séquence de 25 minutes, c'est qu'il y a un effet documentaire là-dedans qui se provoque, qui nous fait vraiment, vraiment croire, OK, que c'est absolument scientifique de réduire un sous-marin avec un rayon laser, puis de traverser le corps humain, puis d'aller détruire un caillou avec un rayon laser. Que ça, c'est... oui, en 1966, il est clair que la science et nos ordinateurs nous permettent de réduire n'importe qui à une taille microscopique. Puis que ça fonctionne, OK? Que, oui, ils n'ont pas de problème à respirer, ces gens-là, parce que je ne sais pas comment ça fonctionne, les particules d'oxygène. Je ne sais pas comment ça marche, ils ne nous l'expliquent pas. Puis ils n'ont pas besoin de nous l'expliquer parce que c'est scientifique. Eux le savent. Moi, j'ai pas besoin de le savoir. Ce que je comprends, mais ce que le film m'explique avec ce côté documentaire, ben c'est ça, c'est que oui, ok, ça prend beaucoup de temps pour que, par exemple, il y a une séquence de quelques minutes où on va chercher, je pense, le sous-marin avec un camion, là, avec des fourches, là. Puis essentiellement, le camion avance longuement avec le tel item technologique qui est nécessaire pour réduire le sous-marin, puis là, il l'amène du point A au point B, puis là, on a des savants qui regardent dans leur moniteur. Puis ils disent, oui, opération XB3, oui, 98%, oui, surveiller le Ziboulon 4, niveau 3, tu sais, puis ils utilisent un genre de jargon scientifique à la Star Trek, puis ils regardent des moniteurs, puis ça prend du temps. Puis pourquoi ça prend du temps? Ben parce que clairement, c'est réaliste. Puis c'est ça le truc. OK, tout ça, cette séquence-là au début, puis ça, c'est un truc qui m'avait échappé quand j'étais petit. Tout ça est traité avec un sérieux extrême, là, avec vraiment minutie, puis comme si c'était vrai. Et si vous avez regardé ça aussi, Andromeda Strain, de Robert Wise, justement, qui a fait Star Trek 1, Andromeda Strain, un autre de mes films préférés de tous les temps, ben, c'est le même principe. Donc, le Mystère Andromède, ça raconte l'histoire de un virus extraterrestre essentiellement qui arrive sur Terre, qui risque de détruire toute vie sur Terre, et donc une équipe de savants, barre oblique peut-être militaires, je ne me rappelle pas, sont envoyés dans une base au milieu du désert, puis une base où est-ce que tout doit être désinfecté 14 fois à chaque niveau, là, peu importe, mais essentiellement une base hyper scientifique pour essayer de trouver une manière de sauver la vie sur Terre, en vérité, contre la menace de ce virus extraterrestre. Puis c'est prodigieux, là, Andromeda Strain, à tous les niveaux. Puis en vérité, Fantastique Voyage et Mystère Andromède sont très très proches à cause à la fois de cette maestria visuelle, puis de ce côté à toute fin pratique documentaire, ou qui donne l'impression d'être documentaire, parce qu'il dose ce qui apparaît comme un réalisme scientifique, qui apparaît hyper sérieux, mais en vérité, quand on se met à y réfléchir, si on prend le temps d'y réfléchir, qui tient pas trop la route, soyons sérieux, OK? Puis l'affaire est un peu là, donc, puis
Bon, dernier truc que je vais dire avant de faire mon petit point topo rapide, là, je vais pas m'étendre éternellement sur le truc idéologie et propagande, c'est que, bon, je vais le dire tout de suite. J'ai hésité à en parler, mais c'est tellement important. Puis j'ai hésité d'en parler parce que le film est tellement bon. Puis, comme amateur de science-fiction, ce qui est mon cas, ok, quand on regarde un film comme ça, on veut pas se faire chier avec des questions, est-ce que c'est politique ou est-ce que c'est idéologique, tu sais, ce qu'on veut, c'est avoir l'émerveillement, puis en vérité, il y en a quand même pas tant que ça, des films qui sont aussi efficaces que celui-là à tous les niveaux possibles. C'est un film qui m'a rappelé Arrival, quand je l'ai regardé, là, au niveau de à quel point j'ai été enthousiasmé par le film, là, ébahi à tous les niveaux. Fait que quand un film te donne ça, tu veux pas remettre en question ses scrupules ou ses principes. Tu veux pas commencer à te poser la question à savoir si le film est en train d'essayer de te vendre quelque chose. Puis je pense qu'il faut le faire quand même, l'exercice. Au moins le garder en tête. Parce que justement, le film est idéologique. C'est ça le truc. Puis déjà en partant, le film commence avec cette histoire de transfuges de l'Est. Et évidemment, on nous dit pas que c'est les communistes du RSS, mais c'est très probablement eux autres, presque certainement eux autres. Puis, mon propos ici, c'était pas de dire que l'URSS c'était merveilleux, mais c'était pas ça du tout l'idée. Mais l'idée, c'est que il y a une séquence là-dedans où le général en chef du projet, okay, là, ils ont miniaturisé nos soldats. Okay? Puis on nous explique que c'est vraiment très important de pouvoir miniaturiser les armées, parce que comme ça, on a juste à les mettre dans notre poche, puis on peut aller on peut parachuter un gars en territoire ennemi, puis là, il dépose l'armée sur terre, puis c'est comme une armée déshydratée, tu mets 3 gouttes d'eau, puis là, 300 000 soldats, on peut conquérir un autre pays. Puis évidemment, écoutez, si c'est présenté comme ça, tu peux dire, ouais, est-ce que c'est tant tellement une bonne chose que ça, que de pouvoir envahir quelqu'un avec une armée de 300 000 personnes, sans qu'il puisse rien faire, là? Je veux dire, est-ce qu'on est bien certain que la suprématie militaire totale et absolue qui assure une victoire garantie, est-ce que c'est si certain que ça que c'est une bonne chose? Puis évidemment, la réponse du film, c'est oui, c'est clairement une bonne chose parce que c'est les Américains qui le font. C'est ça le message du film. Puis comment est-ce que le film nous transmet ce message-là? Ben, il nous transmet ce message-là parce qu'il y a le général, entre autres, le général qui est responsable du projet. Puis ça fait peut-être 45 minutes, 1 heure que le film est commencé. Puis il est en train de boire son café devant les moniteurs. Puis là, il répand un petit peu de sucre. Hein. Puis là, il y a une fourmi qui apparaît sur le comptoir. Puis gardez en tête que c'est un film hyper efficace. Okay? Donc, fait qu'ils ont rajouté, il n'y a pas une seconde qui est perdue dans le film. C'est une des raisons pour lesquelles le film marche autant. Mais le film consacre environ 1 minute à l'épisode du général puis de la fourmi. Puis c'est quoi l'épisode? C'est que le général, avec son café, il voit la fourmi, puis là, il se dit, puis il fait comme ça avec son pouce, il lève le pouce, puis là, on le voit réfléchir, puis là, il se dit, est-ce que j'écrase la fourmi? Ou je laisse vivre la fourmi? Puis là, il hésite. Écrase, pas écrase. Écrase, pas écrase. Puis finalement, il décide de laisser vivre la fourmi. Puis là, il y a son ami en face, l'autre général, colonel, peu importe, un autre militaire ou un savant, encore une fois, c'est la même chose dans ces films-là. Et qu'est-ce qu'il dit? Je pense que c'est un militaire. Il dit, ah, général, c'est un grand signe, c'est un gage là, vraiment d'un grand homme que de respecter toute forme de vie. Puis il cite quelque chose, il cite soit les Upanishads, soit la Bhagavad Gita, là, un texte sacré. Puis, parce qu'évidemment, c'est bien connu que tous les officiers militaires américains citent les textes sacrés sanscrits. Et puis, c'est sur une citation là, des Upanishads, genre à l'effet que toute vie sur Terre est sacrée, puis que ça prouve donc que notre général 4 étoiles est un ami de la paix. Parce que les Upanishads le disent. Puis le film nous le dit. Bon, puis, passez-y 30 secondes, là.
Qu'est-ce qu'on vient de voir dans cette séquence-là? Là? OK? Puis, à un moment où le film est au sommet de son triomphe émotif, là, je veux dire, je ne saurais dire, encore une fois, à quel point ce film-là est prodigieusement jouissif à tous les niveaux. Là. Il faut absolument voir et revoir ce film-là. Là. C'est un chef-d'œuvre total et absolu à tous les niveaux. Mais c'est un chef-d'œuvre total et absolu à tous les niveaux qui nous présente un général américain qui a une technologie qui va lui permettre de conquérir le monde, mais c'est aussi le genre de personne qui va jamais tuer une fourmi parce qu'il aime trop la paix et la vie sur Terre. Parce qu'il est incapable de faire du mal à une fourmi. Bon, premièrement, en 1966, là, ça fait comme 20 ans, on est 20 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Est-il possible que ce général-là ait déjà été responsable d'envoyer du monde se faire tirer dessus, et même tirer sur d'autres mondes? Puis est-il possible que dans cet échange militaire, il y a du monde qui se soit fait buter, mettons? Hein? Parce que est-il possible qu'un général dans l'armée... Est-ce que ça se peut? Est-ce que c'est farfelu de dire que un officier haut placé de l'armée américaine est responsable d'avoir tué un paquet de monde? C'est ça sa job. C'est ça le boulot. Je le critique pas, là. C'est ça le boulot. Si tu t'engages dans l'armée, en quelque part, là, tu dois t'attendre que tu vas soit te faire tirer dessus, soit que tu vas tirer sur quelqu'un. Puis le but de tirer sur quelqu'un, dans une guerre, c'est de tuer ces quelqu'un-là. C'est ça que tu fais, c'est ça ton boulot. Okay? Puis il y a des raisons politico-économiques, si tu veux, là, mais pour toi qui tire sur la gâchette ou qui dit « vous autres, tirez sur eux autres puis lâchez des bombes », là, c'est pour tuer du monde, soyons sérieux, là. OK? OK, puis il y en a tué des fourmis pendant ces guerres à ce général-là. OK? Fait que à quel niveau de notre conscience cette scène absolument surréaliste et saugrenue fait-elle appel? OK? Puis, tu sais, la réponse en gros, puis il y a deux ou trois autres séquences comme ça dans le film là, qui sont un peu comme ça. Bon, puis bon, évidemment, déjà en partant, je passe sous silence le fait que quand la bombe nucléaire est tombée sur Hiroshima Nagasaki, j'oublie lequel, tu sais, mais c'est le fait. Je me rappelle pas si c'est Oppenheimer, mais il y a le fameux épisode du responsable qui dit, tu sais, I have become death, destroyer of worlds, citant donc un des textes sacrés sanskrit. Donc, c'est ça. Puis, c'est ça. Puis, comme il s'appelle, là, Himmler, il y avait tout le temps soit la Bhagavad Gita sur les Upanishads. Je pense que c'est la Bhagavad Gita sur lui. OK? Je veux dire, ça se fait être un guerrier sanguinaire puis citer le Bhagavad Gita. Là. OK? C'est un classique d'une certaine manière. C'est un peu ça dont le livre parle d'un certain point de vue, si on le lit de cet angle-là. Mais c'est pas ça qui est important ici. Là. Ce qui est important ici, c'est que le film est en train de nous présenter un portrait de deux choses en même temps. Okay? Puis ça va être ma conclusion pour aujourd'hui. Le film fait deux choses en même temps, puis en vérité a l'air d'être en train de faire plutôt A, mais il est plutôt en train de faire B. Puis ce qui fait, c'est nous présente un discours qui a de l'air rationnel avec cette idée de la science, puis la technologie, puis tout le côté documentaire, essentiellement, que j'ai évoqué, puis qui est vraiment très, 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 très fort. Puis, donc, le film nous est présenté comme un truc sérieux et réaliste, OK? Mais il nous est aussi présenté comme une œuvre à la fois morale, OK? Et artistique. Puis certainement, au niveau artistique, c'est un triomphe total et absolu. C'est un film qu'on pourrait projeter au cinéma, dans un musée, là, c'est l'esprit de mon propos. Là. C'est un film qui a une valeur artistique rarement égalée dans le cinéma de tous les pays, en vérité. Là. C'est un chef-d'œuvre total et absolu. Puis, on confond souvent le côté intellectuel, le côté logique, puis le côté émotif. C'est ça le truc. Puis on confond ça dans la vie de tous les jours essentiellement. T'sais. Règle générale, dans notre quotidien, là, l'idée qu'il faut retenir pour aujourd'hui, c'est ça. C'est que, règle générale, très souvent, quelqu'un nous arrive avec un propos qui a l'air d'être un propos intellectuel, okay? Une annonce de voiture, essentiellement. Puis là, cette voiture-là fait tant de kilomètres au gallon, et puis le prix défie toute compétition. Puis il nous présente tout ça comme des arguments sérieux et intellectuels qui font appel à notre côté rationnel. Mais il y a une fille en bikini dans la voiture avec une musique somptueuse, puis le gars arrive, puis il y a un paquebot en or, puis c'est là où il passe ses vacances. Bon, c'est ça. Fait qu'est-ce qu'il nous présente? Oui,
c'est ça, c'est plutôt le côté... il y a un appel à autre chose que la pure raison, OK, qui est le vrai catalyseur, là, si on veut, là, dans cette publicité-là. Puis dans la plupart des messages qui nous sont véhiculés, là, quand Elon Musk ou Chosebin là, de OpenAI, j'oublie son nom, là, n'importe qui de ces gens-là, ou un politicien X ou Y arrive sur la place publique, ben, bien souvent, il nous présente des propos qui ont l'air d'être rationnels, mais en vérité, c'est un peu l'enrobage chocolaté, le côté rationnel, un peu comme dans notre film ici. Okay? Parce que le vrai aliment, si on veut, qu'on essaie de nous faire avaler dans cette présentation là, de nos politiciens ou notre film ici, c'est plutôt les émotions qu'il fait passer, puis la mythologie qu'il est en train d'essayer de faire passer. Okay? Puis une mythologie qui est basée à partir de lieux communs, puis de concepts, juste d'histoires qui sont racontées régulièrement. Le côté rationnel fonctionne avec un raisonnement plus ou moins logique, mais le côté émotif, OK, fonctionne plutôt, entre autres, avec des histoires qui se racontent. Puis il y a un chevauchement entre les deux. Puis l'idéologie et la propagande en général, se nourrit du copieux, de nourrir de l'espace entre la logique et le rationnel, puis elle fait ça en nous présentant des histoires qui sont purement émotives et irrationnelles comme étant des choses rationnelles. Puis elle fait ça par des genres de passe-passe comme ce qu'on a vu aujourd'hui. Puis elle fait ça en carburant sur des lieux communs, sur des histoires qui ont été racontées 1000 fois. Puis à quoi ça sert un film comme Fantastique Voyage, par exemple, mais n'importe quel film qu'on regarde, n'importe quelle série télé, ça sert entre autres à réitérer et à renforcer ces lieux communs-là. Okay? Puis c'est pour ça aussi que quand on dit est-ce que c'est de la propagande ou ça n'en est pas, c'est pas la bonne question en fait. Parce que propagande, ça implique une volonté de l'État, puis on peut commencer à se poser la question dans cette direction-là. Puis un peu comme mon militaire ou mon savant, ça change rien en vérité si c'est volontaire ou si c'est pas volontaire. Parce que fondamentalement, il y a un contenu idéologique là-dedans. On le vit avec l'épisode du général, avec l'épisode de... Oui, forcément, les communistes sont méchants, mais nous, si on veut conquérir le monde, c'est forcément parce qu'on est gentil. Donc, c'est ça l'idée générale. Ça fait que... Puis, la dernière chose que je dis, c'est que on ne veut pas le voir parce que le film est tellement bon. On ne veut pas le voir que c'est ça qui se passe, entre autres, dans le film, parce que on aime tellement le film, puis c'est pas agréable de passer de l'un à l'autre. Mais il y a une manière de notre état critique, de notre état émerveillé, de spectateur ou d'enfant, ou peu importe, qui est absolument là, renversé par le spectacle grandiosissime qu'il vient de voir. Okay? Mais, tu sais, puis c'est désagréable de se dire, OK, bon, je veux pas casser ton party, nous dit notre raison, mais tu es quand même en train de regarder un film idéologique, tu es quand même en train de regarder un film qui est en train de te vendre le triomphe du militarisme américain. Okay? Puis l'exercice, je pense, c'est juste de reconnaître que je peux avoir les deux. Okay? Je peux avoir complètement mon émerveillement d'enfant qui regarde ce film-là, puis de grandes personnes, entre guillemets, qui trouvent que c'est un chef-d'œuvre artistique total et absolu. Mais quand on nous dit parfois qu'un chef-d'œuvre artistique ne peut pas être idéologique, ou même la propagande, ben clairement, c'est pas vrai. Tu sais, c'est les deux. Puis c'est possible d'avoir ton cerveau qui regarde à côté et qui dit, écoute, là, c'est ça. Non, c'est de l'idéologie, c'est de la propagande. Là, note-les pour si tu fais tes essais ou peu importe. Sois prudent, on est en train d'essayer de te vendre quelque chose. T'es pas obligé de l'acheter, mais l'histoire est super bonne. Ça fait que c'est ça. Puis ici, l'histoire est bonne, la musique est bonne, tout est bon. Les acteurs sont super cool. Là. Donald Pleasence, je l'ai mentionné, mais tous les autres sont un peu moins cool. Ah, il y a Raquel Welch en plus là, qui est là-dedans. Isaac Asimov, on dit qu'il a écrit le scénario. Je le mentionne parce que très souvent les gens vont invoquer Isaac Asimov dans ce film-là. C'est pas vrai. En fait, il a écrit le roman qui a été adapté du film. C'est ça le truc qu'il a écrit, ce que les Anglais appellent un novelization, le livre qui sort après le film. Ça, c'est ce qu'il a écrit. Puis après ça, il a écrit Fantastique Voyage 2. Je pense que ça, c'est lui qui l'a écrit. Il y a une suite là, en roman. Donc ça, c'est Isaac Asimov. Mais le roman en tant que tel, c'est été écrit après. Ceci dit, ne gâchez pas votre plaisir, idéologie ou pas, c'est ça, c'est absolument hallucinant, Fantastique Voyage. Là, si vous ne l'avez pas vu depuis longtemps, courez dans votre sous-marin miniaturisé. Pour écouter ça dès maintenant, si vous le pouvez. C'est encore plus génial que même 40 ou 50 ans d'imagination. Depuis la dernière fois que vous l'avez vu, peut avoir réussi à créer dans votre esprit. Là, c'est génial, Fantastique Voyage. Fait que, mais soyons prudents pour le contenu idéologique, mais
Ne boudons pas notre plaisir. C'est un des grands classiques de la science-fiction. Écoutez-les! Puis, un autre des grands mythes de notre période, de notre époque, c'est que l'algorithme de YouTube est intelligent. Il ne l'est pas. Je n'y crois pas un instant. Mais néanmoins, il va vous suggérer une vidéo d'un autre film, d'une autre vidéo que j'ai faite. Là, ça fait que c'est quelque part par ici. Je vous invite à l'écouter. Vous me direz si c'est pertinent ou pas. Et la vie est belle, vie longue et prospère. Portez-vous bien. À la prochaine!